Bonjour, vous allez bien? 4 mots, une phrase, si simple. Et on l'oublie si souvent. Parce qu'elle paraît si futile, presque insignifiante face à nos vies bien remplies, nous qui sommes si pressés, études, boulot, bénévolat, métro, cuisine, ménage, trouver du temps pour soi. Et on oublie ces 4 petits mots qui ne sont pourtant jamais de trop. Bonjour, vous allez bien? Cette petite phrase du patron à son employé en arrivant le matin, d'un collègue à un autre au début d'un courriel, du client au vendeur du magasin, du pantouflard affamé au livreur Uber Eats, est le commencement d'une grande chose. Elle est la première, et peut-être la dernière, trace que laisse l'humanité dans un monde digitalisé. Et oui, désolée de vous décevoir, mais ChatGPT ne vous demandera jamais comment vous allez. Cette petite phrase est le petit caillou qui, frotté régulièrement, fait naître l'étincelle de l'éthique. Car l'éthique, avant d'être un grand principe moral décortiqué par d'innombrables philosophes antiques, une valeur prêchée par les penseurs des Lumières, un texte de loi un peu trop amendé, c'est l'humanité mise en application. Ce soir, 5 orateurs et oratrices viendront vous montrer que derrière la beauté de leurs plumes et de leurs verves se trouve une réflexion sensible et engagée. Ils et elles ont, depuis le mois d'octobre, affronté les autres candidats lors de plusieurs phases de sélection, afin de porter le plus loin possible un message, celui que l'éthique est à la portée de tous et toutes. Vous pouvez les applaudir. Pour les écouter et afin de décider le ou laquelle aura porté le plus haut et fort son discours, lequel aura été le plus engagé et le ou laquelle est le plus prometteur, nous avons ce soir à nos côtés un jury d'exception. Je vais introduire Madame Camille Autran, consultante indépendante en compliance, anticorruption et RSE. Vous pouvez applaudir aussi. Monsieur Jérémy Perelman, directeur des affaires internationales de Sciences Po Paris et professeur de droit. Et la présidente du jury, Madame Laurence Harribey, sénatrice de Gironde et vice-présidente du comité de déontologie du Sénat. Je vais maintenant laisser le pupitre à Monsieur et Madame Minguenet, qui sont nos partenaires et mécènes pour ce concours. La Fondation Anthony Minguenet, que je représente avec mon épouse Danielle, est heureuse d'ouvrir ce premier concours d'éloquence Anthony Minguenet pour une conscience éthique. Et nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement les membres du jury pour leur accompagnement et leur disponibilité malgré leur agenda très chargé. Et nous le savons, vraiment, ce sont déjà des agendas très lourds. Merci. Et puis nous aimerions remercier aussi les 20 candidats qui se sont présentés à cette première édition et surtout nos 5 courageux finalistes. Et bien sûr, les membres de la Fédération française de débat et d'éloquence qui n'ont pas ménagé leur peine pour l'organisation de ce concours, et c'est vraiment un gros travail. Et enfin, vous remercier, vous tous, d'être venus pour nous soutenir. Je vais maintenant vous présenter brièvement la Fondation Anthony Minguenet et l'homme qui en était à l'origine. Elle poursuit donc, en ce sens, les idées et les actions d'Anthony Minguenet. Et elle a pour objet de promouvoir des prises de conscience et des valeurs éthiques, non seulement par les idées, mais aussi dans les actions. Et elle poursuit donc la ligne prônée par Anthony, notre fils, qui est de formation ingénieur en informatique. Il était hyper spécialisé en cybersécurité, il avait un poste important, il était le responsable de la sécurité technique des systèmes d'information, on dit SI, à la direction des opérations et services pour l'ensemble du groupe Bouygues Construction, actuel en à Guyancourt. Il exerçait, c'est ça qui est important, sa profession non seulement avec rigueur, mais aussi avec respect de l'autre, sens humain, bienveillance et éthique. Et il dialoguait beaucoup sur les problématiques de notre monde et il espérait en un monde meilleur.
Il est décédé brutalement le 20 janvier 2015 d'une hémorragie cérébrale à son domicile, seul et sans assistance. Aussi, pour prolonger ses idées, actions et espérances, la Fondation Anthony Minguenet a été créée en 2015 sous l'égide de la Fondation de France, qui est un soutien précieux et qui est de bons conseils. Elle est à vocation universelle et donc indépendante de toute structure politique, religieuse ou philosophique, et elle est soutenue par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, que nous remercions. L'éthique, touchant tous les domaines de la société, la Fondation repose sur 5 piliers, 5 axes principaux. Le droit, les écoles d'ingénieurs, le numérique, les sciences humaines et sociales, ainsi que le développement durable et transition énergétique. Ceci dans l'enseignement supérieur, la recherche et aussi l'entrepreneuriat, au moyen de colloques, conférences, création d'enseignements, remise de prix, comme à Sciences Po Paris depuis 9 ans. À ce propos, notre site étant à l'arrêt, vous avez quelques flyers, mais je vous annonce que le prix Anthony Minguenet, la séance de restitution aura lieu le 1er avril à l'école de droit, la clinique de l'école de droit à 19h15. Et aussi au Québec, dans les universités du Québec, et à Bordeaux, avec une chaire internationale sur la santé au travail que nous avons aidé à créer, avec un prix de thèse international. Et ce qui est important, c'est que la Fondation intervient aussi dans de nombreuses villes universitaires, que ce soit en France ou à l'étranger. Et surtout, elle s'adresse principalement, au-delà des enseignements qui ont été créés, aux futurs responsables pour élargir leur champ de réflexion, promouvoir une conscience éthique et revenir à plus d'humanité dans un engagement qui se veut responsable. Car notre monde change. Il subit à l'heure actuelle, ce monde, de multiples bouleversements. Changements climatiques majeurs, incendies, inondations, érosions, nous connaissons tous malheureusement ceci. L'apparition de nouvelles guerres, la montée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle avec des interrogations que cela pose. Et nous sommes donc dans une société en souffrance, pleine d'incertitudes. La politique, l'enseignement, la justice, l'économie se portent mal. Et surtout, le vivre ensemble va mal. Et pourtant, l'espérance et l'altruisme existent, car comme le disait souvent Anthony, l'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'autre. Aussi, nous espérons que les valeurs de l'éthique et de la réflexion puissent apporter dans notre société plus d'élévation de conscience, plus de bienveillance, plus de respect de l'autre, plus de responsabilité, plus d'équité et plus d'écoute dans ce monde d'hypercommunication, c'est-à-dire plus de communicabilité. Alors, quel meilleur véhicule que celui de l'éloquence pour porter un tel message? Et dans ce haut lieu de débat qu'est le Collège de France, l'art oratoire, comme l'éthique, peut transcender les exigences de la pensée, apporter un message humaniste et donner vie à la parole, car la parole peut changer le monde. Et maintenant, je laisse cette parole à nos orateurs et je vous remercie de votre attention. Et pour commencer ce concours, nous allons accueillir notre premier orateur, Dylan Kabak, avec le sujet « Les dilemmes éthiques, une question de conscience ou de raison ». Un beau jour d'été, à l'âge de 7 ans, gambadant paisiblement dans le jardin de mes grands-parents, je me retrouve en parfaite harmonie avec ce magnifique temps ensoleillé. Ma mamie et ses airs d'ange avec son tablier blanc, sûrement en train de concocter le repas de ce soir, afin de conclure à merveille cette douce journée, vient m'apporter une petite collation pour me requinquer. Dans l'assiette, des pommes, des raisins, des figues et de la grenade. Elle était si belle que j'avais le sentiment d'y trouver tout un monde. Inconsciemment fasciné, je voulais vite la dévorer. À chaque bouchée, un sentiment de changement me prit. Une salade de fruits que j'ai avalée chaque jour, chaque midi, jusqu'aujourd'hui. Satanée salade de fruits. Jurant à un enfant à la curiosité innocente face au mystère de l'univers de lui ouvrir toutes les portes possibles et imaginables, finalement,
tu ne m'as uniquement légué des valeurs et des principes hypocrites, renforcés par des croyances et des normes délirantes, brisant ainsi cette parfaite harmonie que j'avais ressentie en ce beau jour d'été. Ma vision étant dorénavant gouvernée par une totale binarité dans laquelle un choix m'est constamment imposé. Le bien ou le mal, mais là où le bien me fait mal. Des maux de ventre liés aux quantités de salade que l'on m'a fait ingurgiter et ayant formé le noyau de mon être. Un noyau qui, pour me guider, est comparable à celui de la terre. 5000 degrés m'infligeant une brûlante culpabilité, m'imposant quoi faire ou quoi dire, et dont l'étouffement à géométrie variable n'aura de cesse que de m'étonner. Une culpabilité m'amenant à des choix pseudo-sacrificiels perçus comme bienveillants, mais ne cachant qu'un homme ne désirant qu'apaiser sa souffrance et assurer une continuité dans son être, alors pris d'effroi de perdre son lien communautaire. Il vous sera alors vivement conseillé de vous demander si je ne suis pas qu'un individu dénué de compassion sincère. Un charlatan posant un masque d'éthique à des dilemmes à la racine existentielle et utilitaire, dérobant ainsi mes dilemmes de leur caractère éthique, ceux-ci ne pouvant provenir de calculs d'intérêt. Ma conscience s'en effondrerait et m'engouffrerait dans des ténèbres dont jaillirait la lumière de la raison pour me délivrer. Mais que sottise! Des balivernes! Elle ne fut que son irrémédiable allié. Comme penser avec naïveté que François s'oppose à Emmanuel, alors que le premier assure la continuité du dernier, le dernier puisant dans les idées du premier, me voilà une seconde fois berné. Notre société, traversée par d'innombrables choix cornéliens, en passant par l'histoire du sacrifice d'Abraham jusqu'à la destruction d'Hiroshima, cette société n'est-elle pas simplement le fruit d'une équation? L'unique connaissance des facteurs de A et de B peuvent-ils nous permettre de trouver le produit de ces deux? La raison étant finalement cet amas de formules nous amenant à trouver le résultat de ces derniers, à distinguer l'important du nécessaire, à discerner le faussement bon de celui qui est vrai. Et voilà, tour de passe-passe, vous avez été envoûté. Pourquoi se concentrer seulement sur 2 arbres au milieu de l'immense forêt? La perception de la vérité n'étant que dépendante de l'identité, la raison se retrouve de pair avec la conscience, limitée par le prisme de l'éducation, des expériences et des ressentis, délimitant également la consistance de nos envies. Une volonté corrompue par les grâces du confort, alors déterminée à nier la réalité de territoires brisés, piliers de l'abondance des plaisirs de nos sociétés, dont le choix a été fait. Cependant, dans le jeu du dilemme éthique, au bon point continuellement réinitialisé car traité comme mauvais, où le souhait d'accéder au niveau éternel de sa partie peut être sapé, l'écran n'étant que le reflet d'une identité déterminée et non figée, le choix ne peut être pour toujours et à jamais. Et donc, pour ce concours, la FF2 va poser une question, et la question sera « La raison manque-t-elle d'humanité ?» C'est une question intéressante car elle met en avant cette mauvaise conception de la raison. Cette raison qui serait froide et glaciale et qui serait seulement là pour servir des intérêts personnels. Il faut savoir que déjà, la passion peut aussi amener à ce but-là, de servir des intérêts individuels. Et la raison, elle, peut venir apporter d'une certaine façon cette lumière, cette lucidité où on est en fait arrivé à cette perception à la 3e personne de voir que le monde ne se limite pas qu'à nous et que l'on peut arriver en fait
à des réponses plus qu'éthiques et morales. La raison n'est donc pas quelque chose qui serait contraire à l'avancée de l'humanité. Merci beaucoup, on peut l'applaudir bien fort. Pour notre deuxième participant, Nordine Morchid, le sujet sera « L'éthique d'aujourd'hui fait la conscience de demain ». Regardez-moi. L'histoire ne retient que ce qui l'arrange. Elle oublie ce qui la dérange et pardonne toujours trop tard. Dans 50 ans, ils parleront de nous. Ils nous disséqueront avec la froideur des historiens. Ils se demanderont comment nous avons pu savoir et ne pas agir. Comment nous avons pu dénoncer tout en participant. Comment nous avons pu juger sans jamais nous condamner nous-mêmes. Ils liront nos discours et se demanderont comment des êtres conscients ont pu être si amnésiques, fébriles, habiles à transformer la morale en lamentation. Nous sommes fascinés par l'infamie du passé. Nous exhumons les lettres des résistants. Nous sommes fascinés par l'infamie du passé. Le passé, les résistants, nous avons fait du regret une institution parce qu'il est confortable, parce qu'il ne coûte plus rien, parce qu'il nous permet de refuser de voir ce que l'on refuse de voir aujourd'hui. Nous ne sommes pas meilleurs pour autant. Nous parlons d'esclavage au passé, mais nous achetons des vêtements cousus par des enfants affamés. Nous pleurons les femmes bafouées d'hier, mais nous scrollons sur des écrans assemblés par celles qui ne peuvent pas s'enfuir. Nous dénonçons les dictateurs du siècle dernier, mais nous continuons d'alimenter les régimes qui broient leur peuple. Nous n'apprenons que les leçons atrophées, nous reportons ce beaucoup trop lourd à porter. Regardez-nous. Comme nous sommes vertueux aujourd'hui, notre éthique se pavane devant les caméras après coup. Elle est l'illusion du juste, l'alibi du bio, la conscience du pion, un témoin impuissant des tragédies qu'elle n'a pas su empêcher. En Vestale hypocrite qui pleure sur des cendres encore tièdes. Qu'est-ce qui nous autorise à penser que nous sommes de l'autre côté de l'histoire? Nous avons l'arrogance d'accuser le passé et la lâcheté de nous exonérer du présent. Nous nous indignons dans le rétroviseur. Nous sommes la génération des justes en différé. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être conscients quand il le faut? Pourquoi l'éthique s'éveille-t-elle toujours après la tempête? Parce qu'elle dérange. Parce qu'il est plus facile d'exiger du monde ce que l'on ne s'impose pas à soi-même. Parce qu'être juste quand c'est urgent, c'est coûteux. Parce qu'être éthique quand c'est coûteux, c'est douloureux. L'éthique ne s'impose pas avec des larmes. Elle ne s'écrit pas dans la nostalgie. L'éthique est une discipline, une exigence immédiate, pas le constat de ceux qui ont perdu. Moi aussi, je suis coupable, confortablement installé dans cette comédie morale où je dénonce d'une main ce que j'achète de l'autre. Je tiens ce micro, vêtu de choix inconséquents. Mon confort a un prix et ce prix n'est pas le mien. Mais la question n'est pas de savoir qui ici est pur, personne ne l'est. La question est de savoir qui ici est prêt à être dérangé. Puisque l'éthique dérange. L'éthique d'aujourd'hui fait la conscience de demain, mais elle ne se décrète pas. Elle ne se rêve pas. Elle ne se proclame pas. L'éthique se pratique. Et elle commence par refuser. Refuser de n'être qu'un spectateur indigné. Refuser les compromis silencieux. Refuser de feindre l'ignorance. On nous dit que nous n'avons pas le choix, que le monde est ainsi fait, que le changement est lent. Mais c'est faux. Chaque acte compte et le silence n'est jamais la solution. Nous avons le luxe du choix, nous pouvons exiger des comptes, nous pouvons refuser d'alimenter ce qui broie, ne plus acheter sans savoir d'où ça vient, privilégier une marque qui paye ses ouvriers, une banque qui ne finance pas la guerre, un média qui ne tord pas la vérité, et des amis qui ne votent pas
pour que certains d'entre nous disparaissent. Regardez autour de vous, enfin. Peut-être qu'ici, ce soir, dans cette salle, quelque chose naîtra. Peut-être qu'un mot, une phrase, un frisson, dans l'ombre d'une pensée, suffira à déclencher un mouvement, un refus, une rupture. Peut-être que l'éthique cessera d'être un monument dressé sur les ruines du passé pour devenir une force qui déplace le présent. Peut-être que pour une fois, elle ne viendra pas trop tard. Ce genre de concours existe. Ces discours sont prononcés. Ils résonnent, s'oublient peut-être parfois, mais il arrive qu'ils s'accrochent à une conscience, qu'ils grandissent dans un silence et un jour qu'ils explosent en actes. Il arrive qu'une seule voix, même tremblante, soit insupportable au silence. Nous avons un privilège immense. Nous avons le droit de parler, nous avons l'arrogance d'accuser, mais nous avons aussi la chance de pouvoir encore choisir. Rien n'est écrit, rien n'est scellé. Nous pouvons encore être autre chose qu'un regret. L'histoire ne demandera qu'à être contredite. Alors contredisez-la. Refusez d'être une note de bas de page dans son livre d'histoire, de la soutenir dans sa misère. Bon sang, je vous en conjure, contredisez-la. Merci beaucoup. Alors notre question sera, le progrès moral suit-il nécessairement le progrès scientifique ? Le progrès moral suit-il nécessairement le progrès scientifique ? Je pense qu'ils font pair. Ils font pair quand il fait sens. Quand le progrès scientifique amène à une conscience qui est validée par la société, validée par nos normes. Parce qu'attention, une conscience scientifique qui vient casser les codes, qui vient s'inscrire dans une pierre ineffaçable, l'avortement. J'y pense. Il y a quelques siècles, l'avortement était quelque chose dont on ne pouvait même pas y penser. Aujourd'hui, cela fait sens. C'est la conscience de notre société. Si nous ne sommes pas conscients aujourd'hui, peut-on vraiment l'être demain ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant accueillir Ikram Mogdad. Et sur le sujet, l'éthique est-elle l'ennemi du progrès ? Vous me voyez ? Pas vrai ? Je vous vois ? C'est pas vrai ? Mais... Dans ma rétine, je vois le monde se mouvoir, avancer, immobile. Nous sommes immobiles, incapables de se défaire de nos rétines. Incapables, pourtant bloqués, nous sommes bloqués dans le temps, angoissés par ce qui nous échappe. On nous dit, nous sommes en guerre. En guerre contre qui ? Mais dites-moi, de qui notre éthique est-elle la cible ? Mais dites-moi, est-ce votre rétine ou celle qu'on vous a si mieux déconstruit ? Mais dites-moi, qui est donc l'ennemi ? L'éthique, c'est ce qui nous construit, pas vrai ? La perfection n'existe que dans la morale. On me l'a toujours dit. Accroche-toi à tes principes, sois digne et solidaire. Honnête si t'as le temps. Mais l'éthique la plus implicite qui m'a été donnée d'avaler, bien celle du progrès, de la réussite individuelle, de l'accumulation. Par l'éthique, on tente de déterminer ce qu'il y a de bon et de mauvais, sans trop y réfléchir, sans trop prendre de recul. C'est assis à cet arrêt de bus, dans un quartier paumé de ma ville natale, qui est elle aussi paumée, qu'on refait le monde. À notre échelle, à justement essayer de prendre du recul. Laissez-moi vous y emmener, ne serait-ce qu'un instant. C'était sympa aujourd'hui, mais dis-moi, c'était déjà arrivé de tout remettre en question, même ce qui nous paraît bon. C'est tard la nuit, après avoir un peu trop gratté mes lignes de papier, que j'y ai songé. Nous, on est jeunes, téméraires, inconscients, ignorants. On devrait peut-être se taire, hein. Mais on a beau dire que le pire est à venir, que l'humanité dégénère. Mais c'est la même histoire. À chaque changement, on a peur, puis le pire advient, on y survit, et même on s'y adapte. Je me suis mise à penser, en écorchant de mon regard tout ce qui m'entoure,
qu'avec des si, on refait le monde. Pas vrai? Alors, recréons le monde. Et si un jour je perdais la vue? Et si ce n'était pas ma trottinette qui se tordait en deux, mais bien ma jambe? Et si l'éthique passée avait limité le progrès d'aujourd'hui? Serais-je encore ici? Et si l'éthique n'était que le fruit pur de nos utopies? Que ce n'était qu'une ligne rouge implicite? Et si l'éthique n'était que construction? Et si cette crainte que le progrès ne la transgresse et la piétine n'était qu'une question de rétine? À partir de quelle rétine observons-nous l'avenir et le passé? Sommes-nous réellement libres de ce qui dicte nos vies, de choisir ou non si le progrès est l'ennemi de nos principes? Et si l'ennemi n'était pas le progrès? Nous nous sommes appropriés tout, depuis Prométhée, le feu, l'environnement, la matière, puis ça a un peu trop dégénéré, sans trop exagérer. De l'écriture à la bombe atomique, à la radiologie médicale, du darwinisme au génocide organisé, puis au droit international. Et ça par de simples hommes dont les principes n'étaient que le reflet de leur époque. Et si l'éthique n'était pas universelle, mais un tant soit peu superficielle? Et si face au progrès, elle n'était que la modalité d'ouverture de cette fenêtre, celle du socialement acceptable, celle que théorisa Joseph Overton? Oui, l'éthique freine le progrès. Critiquer l'évolution dès lors qu'une contradiction, elle le fait, entre ce qui fait sa crédibilité en tant que morale et la largeur de la fenêtre. Peut-être sommes-nous craintifs, si craintifs de nos responsabilités, alors à la recherche du parfait bouc émissaire. Crainte d'une réalité trop profonde. Celle qui remet en question l'ennemi. Celle qui remet en question nos vies. Éthique par mimétisme ou éthique d'un être libre? Si libre qu'on nous cherche des limites à nos pulsions. Mais on a déjà succombé à maintes reprises. Désastre, exploitation, mais aussi révolution et innovation. Tout est relatif. Chacune de ces failles, prétendues morales de l'histoire, ont soit contribué au progrès de la condition humaine ou à retenir ses erreurs, construire de nouveaux mœurs. Incertains de la suite du chemin, on finit par choisir l'éthique, non pas par choix individuel, mais la plupart du temps pour s'intégrer au rythme. Mais il existe des failles, des possibilités infinies au-delà de la ligne. Sans ces failles, ni féminisme, ni toute forme d'humanisme d'ailleurs. Accepter que l'éthique freine le progrès, c'est comme s'arrêter au milieu de la course, choisir une boîte, n'importe laquelle, dans laquelle on s'incarcère, car la suite du chemin inconnu nous effraie. Le progrès n'est soit car l'éthique l'exige, soit car elle lui échappe. Celui qui lui échappe n'est que le reflet d'une vanité humaine ou d'un nouveau chemin. Assise à cet arrêt de bus, dans un quartier paumé de ma ville natale qui est elle aussi paumée, on refait le monde. Mais on s'est un peu perdu. S'éteigne peu à peu l'éclairage des rues. Le mot de la fin semble résonner dans chacune de nos pensées. À cet arrêt de bus, la conclusion est la même. Il faut évoluer, avec modération. Un progrès altruiste, non pas en se référant à une éthique qui est certes belle, mais faillible, mais à ce qui intemporellement nous est commun. L'éthique, ce n'est que le squelette d'une force bien plus grande et discrète. À défaut de trop s'arrêter à la forme, on en oublie le fond. À défaut de se confondre aux attentes d'une société donnée à un temps donné, on finit par choisir la boîte rassurante, mais qui finira par nous étouffer. Comment nous déconstruire pour avancer sans trop dériver? L'éthique est-elle notre seule limite? Est-elle la plus rationnelle, la plus juste, la plus humaine? Pendant plusieurs millisecondes, nous nous sommes déconstruits. De l'éthique de premier ordre pour revenir à plus profond, à l'évidence, à ce seuil qui nous ramènera, après avoir essayé, échoué, fauté, à la modération, mais surtout à notre. À l'unisson, sur ce banc d'un hasardeux arrêt de bus, nous déclamons « Ah mais oui !» Notre humanité. Merci beaucoup. Alors, certaines avancées, comme la vaccination par exemple,
étaient considérées non éthiques de leur temps. Qu'en pensez-vous? Intéressant. Je crois bien que j'y répondrai de la façon suivante. Le temps d'avant, c'est-à-dire il y a des siècles peut-être, c'est un temps qui était assez ignorant. Mais comme nous maintenant, on est toujours ignorant de l'avenir. Comme je le disais, notre vie, le parcours de l'humanité, c'est un chemin où il faut avancer. Il ne faut pas choisir une boîte. Et je pense qu'avant d'avoir ouvert la porte au vaccin, qui a eu une envergure qui elle est phénoménale, ne serait-ce que pour la santé humaine, tout simplement pour le développement humain, on était coincé dans une boîte. La boîte de la peur, de la crainte, parce qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on ne connaît pas, on s'arrête. On s'arrête car on ne sait pas ce qui nous attend derrière la porte. Et le vaccin, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans notre histoire, dans lequel on a eu peur. Très 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 peur, hein, faut le dire. Mais on est quand même y allé. Et finalement, ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va accueillir Laura Pedenot. L'humanité peut-elle maîtriser son destin sans perdre son âme? J'ai vendu mon âme au diable. Bien piètre négociatrice, elle lui a à peine coûté un abonnement Netflix. J'ai vendu mon âme au diable, un diable sans cornes et sans fioritures. J'ai vendu ma santé à Sanofi, mes sens à Monsanto, mes désirs à Amazon. J'ai vendu mes colères à Twitter, mes silences à Spotify et mes rêves à OpenAI. Et je suis ruinée, mesdames et messieurs, une coquille vide. Technologie, biochimie, innovation génétique, le progrès m'a ruinée. Toc toc, ça sonne creux dans mon crâne. Tic-toc, siffle mon esprit qui se fane. Tic-tac, quand les forêts s'enflamment. Mais c'est mon cœur qui s'enflamme de l'utopie qu'on entrevoit. C'est aujourd'hui, c'est demain. C'est des bananes aussi grandes que des promesses électorales. C'est des mauvaises herbes éradiquées au Roundup, du glyphosate. Du glyphosate, mais oui, c'est adorable. Une brume légère qui glisse et qui effleure. Dans son sillage, la terre s'endort. Je vous parle d'un avion à hydrogène pour voler sans gêne. Je vous parle de transhumanisme. Au diable la mort, ça faut enfin à la retraite. Je vous parle d'une intelligence artificielle générale qui nous sauvera tous. Une IA qui fait le meilleur de l'humain mieux que l'humain, qui nous permettra de coloniser l'espace. Enfin, je vous parle d'un progrès formidable. Je vous parle de pays qui, chaque jour, éradiquent la calvitie. Un paradis, finalement, mais dans lequel tous ne sont pas invités. Oui, on nous vend du rêve en données massives, la tête dans le cloud, tandis que pour entraîner les algorithmes, à Manila, Maria, 22 ans, trie des images de décapitation pour 3$ par jour. Que Kofi, 9 ans, au Congo, creuse le cobalt de nos batteries. Ce qui devait nous libérer forge de nouvelles chaînes. On brevette le vivant, on transforme la santé en marchandise et nous applaudissons cette prétendue maîtrise. Disciples d'une nouvelle religion, la Silicon Valley comme nouveau Vatican, pardonne-nous nos clics impulsifs comme nous pardonnons à ceux qui ont mal tweeté. Amen. L'histoire est tellement belle qu'elle justifie tous les sacrifices. Une fabuleuse idéologie qui repose sur le destin, les ruines du destin des autres. Mais regardez comme ils ont sanctifié l'incompréhensible. Le cloud, ce n'est pas un nuage abstrait. C'est des immenses entrepôts remplis d'ordinateurs qui consomment l'eau et l'électricité de régions entières. Oui, rendons palpable, précis, ce qui nous échappe. Car quand tout est flou, les responsables deviennent fantômes. Ce n'est pas avec OpenAI ou Google qu'on négocie lors d'un sommet à Paris. C'est avec Sam Altman, prophète en basket, qui prêche le salut digital.
Faut-il encore faire l'effort de la curiosité? Or, aujourd'hui, on ne sait plus choisir. Le temps que j'ai dû consacrer à regarder un film, je l'ai sacrifié à l'autel de l'indécision. On ne sait plus s'engager. Végétarisme, véganisme. Moi, vous savez, je suis flexi-éthique. Mes convictions s'ajustent au gré de mes appétits. Le progrès ne rime pas nécessairement avec croissance. Il peut fleurir dans la décroissance, dans des choix qui s'expriment par des non, quand on hurle encore. L'innovation, c'est aussi des choix politiques audacieux, des engagements collectifs qui résonnent, comme le revenu universel en Finlande ou les budgets participatifs de Porto Alegre. Ne vendons pas les derniers fragments de notre humanité contre un paradis artificiel, car la vraie maîtrise n'est pas dans la croisade effrénée, mais dans le courage de choisir ce que nous refusons de vendre, cela même au plus offrant. Pardon. Alors, peut-on manipuler la nature humaine au nom du progrès scientifique? On peut toujours manipuler la nature humaine au nom du progrès scientifique, mais il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on le fait et est-ce qu'il y a un besoin. Si on ne se pose pas la question de ce qu'on fait, ça dégénère et on n'est plus dans la maîtrise. Or, la maîtrise, je pense que c'est aussi la mesure. On maîtrise quand on est capable de mettre des limites à ce qu'on fait. Si on n'est pas capable de mettre des limites à ce qu'on fait, si on n'est pas capable de comprendre pourquoi on le fait, on n'est plus du tout dans la maîtrise finalement. Voilà. Et pour finir, notre dernière oratrice, Irina Loiseau. Avec comme sujet une citation d'Albert Camus, « Un homme sans éthique est une bête sauvage abandonnée à ce monde ». Je déclare l'audience ouverte. J'appelle à la barre le représentant de la partie civile, Maître Lapinou. Monsieur le greffier, merci. Des forêts aux savanes, de toutes les contrées, la faune entière s'est concertée et a unanimement déposé plainte contre Monsieur Albert Camus pour diffamation, pour la stigmatisation inacceptable de nos clients à poil, à plumes et à écailles. Selon Monsieur, l'homme, ce grand penseur, serait doué d'éthique, tandis que nous, bêtes sauvages, en serions dénués. Il oppose encore une fois nature et culture, instinct animal et éthique humaine. Non mais, franchement, l'homme, éthique, être éthique, c'est être bon, avoir un comportement qualifié de moral répondant à des normes comme, je ne sais pas, le respect, la justice sociale, la solidarité. Pourtant, l'être humain est la seule espèce à avoir été capable d'orchestrer l'esclavagisme, les génocides, la 6e extinction de masse. Peut-on encore dire qu'il est bon, ou tout au moins plus moral que les bêtes sauvages? Ces mêmes bêtes dont La Fontaine se servait pour instruire les hommes. Ce même sauvage, continuellement oppressé par l'humain, censé être éthique. Imaginez 2 secondes. Petite promenade par une belle journée d'hiver comme aujourd'hui, et là, paf, vous tombez nez à nez avec 2 options. Un beau cerf se revigorant, très majestueux, et un homme avec un gros gilet fluo et une arme. Bon, pour nous, animaux, le choix est vite fait. Mais certaines femmes, avec ou sans l'arme, préfèrent encore croiser un ours plutôt qu'un homme quand elles sont seules. Camus mérite d'être condamné, non seulement pour avoir insinué que nous étions plus dénués d'éthique, mais surtout pour nous avoir comparé à un homme sans éthique, pire espèce qu'il existe.
Propagation de fake news, exacerbation des inégalités, exploitation des enfants, destruction massive des écosystèmes, soutien de guerre en échange de métaux rares. Notre société capitaliste laisse croire que nous valons mieux que la morale du loup et de l'agneau. Mais vous, moi, qui peut réellement se prétendre éthique dans un monde comme le nôtre? Même nos fictions ne le sont pas. Batman, milliardaire, obsédé par la justice, ne dépense pas un sou dans des programmes sociaux. Les 7 nains exploitent une jeune fille de 30 ans de moins qu'eux, seule, apeurée, retrouvée par hasard dans leur lit. Même nos modèles ne le sont pas. Politiques, artistes, abbés. Et pour cause. Dans la Bible, nous sommes des pécheurs. Dans le Coran, des faibles. Dans la Torah, nous avons des mauvais penchants. Alors non, un homme sans éthique n'est pas une bête sauvage abandonnée à ce monde. Un homme sans éthique est bête, mais pas sauvage. Il n'a pas été abandonné, il est responsable de s'être égaré. Il a fait ce choix, égoïste, de faire fi de son pouvoir moral. Et à quel prix? Celui d'être livré à l'errance et d'y sacrifier la force d'un collectif. Nous sommes peut-être pécheurs et faibles, mais nous avons le pouvoir de garder précieusement cette boussole qu'est l'éthique. Elle est ce feu follet qui nous oriente vers la justice plutôt que vers l'opportunisme. Cette petite voix qui nous pousse à l'intégrité plutôt qu'à l'hostilité. C'est une étoile polaire qui nous éclaire vers l'entraide. Par les temps fâcheux et effrayants qui courent, l'éthique est ce dernier rempart qui nous protège du brouillard. Il est de notre devoir d'écouter cette petite voix, de suivre ce feu follet, de regarder cette boussole. À certains, elle intime de créer des communautés d'entraide solides. Pour d'autres, elle appelle à se révolter et à résister. À chacun, elle supplie de ne pas céder. Alors, vous le sentez? Vous sentez cet instinct presque animal d'éthique en nous? Si la sauvagerie consiste à vivre en harmonie avec le monde, alors peut-être devrions-nous aspirer à l'être un peu plus, à mettre ces lunettes d'animal sauvage plus souvent pour mieux nous en inspirer, à apprécier les moments simples d'une rosée ensoleillée, retrouver le goût de vivre en harmonie avec la nature, sans plus ni moins, apprendre à écouter notre instinct oublié d'une société dite civilisée, suivre cette précieuse boussole pour ne plus s'abandonner aux ombres effrayantes de la cruauté. Merci beaucoup. Alors, l'éthique est-elle innée ou le fruit d'une construction sociale? Je pense que mon éthique n'est pas forcément celle du monde entier. Nous avons tous notre propre éthique et oui, c'est une construction sociale, quelque chose qu'on nous apprend, des valeurs qu'on nous inculque, une voix qu'on nous invite à écouter au quotidien. Donc non, je ne pense pas que l'éthique soit innée, que nous soyons nés avec, mais bien qu'on l'apprend au fur et à mesure de notre vie. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut re-applaudir tous les participants bien fort. Alors, avant de laisser le jury délibérer, on va clôturer cette session avec un petit film réalisé par Thomas Bouvard sur la Fondation Minguené. Alors nous avions un fils, notre seul enfant, et qui était devenu ingénieur, qui était ingénieur en informatique, spécialisé en cybersécurité. Lui avait de grandes espérances au niveau de sa situation. Il avait un énorme poste à Challenger
Il avait un tout petit bureau au niveau du plateau technique devant les dizaines et des dizaines, je crois qu'ils sont 200 ingénieurs là-bas, tous les collaborateurs. Et tout le monde pouvait aller le voir. Il apprenait aux jeunes ingénieurs comment faire. Et il était disponible pour tout le monde. On a eu des retours sur un livre d'hommage extraordinaire. Dans le cadre de son métier, il exerçait d'une façon avec beaucoup de respect de l'autre, avec justice, avec dialogue, ce qui à l'époque était tout à fait nouveau. Et ça marchait très bien. Nous avions fêté le Nouvel An ensemble en 2015 et malheureusement le 20 janvier il est mort brutalement, pour ainsi dire sans aucune raison. Le monde s'est effondré pour nous, nous ne savions plus trop quoi faire quand une idée est venue de faire pour lui une fondation. Et une fondation basée sur les valeurs éthiques. Nous sommes dans un monde qui est en souffrance. Et il y a justement, non pas une désespérance, mais une remise en cause et un questionnement qui se fait de plus en plus. Et si la Fondation Anthony Minguenet, à travers les idées d'Anthony, peut apporter une petite pierre à cet édifice et faire en sorte que les consciences évoluent vers une dimension d'une éthique appliquée vers l'action, eh bien ça serait merveilleux. On s'est dit, eh bien, cette chose-là, on va le porter auprès des futurs responsables, des futurs juristes, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, de façon à ce qu'ils comprennent qu'il y a d'autres façons d'exercer, d'autres façons d'être dans la société. La Fondation, donc, tout d'abord, son objet officiel, c'est de promouvoir des prises de conscience éthiques. Dans l'enseignement supérieur, la recherche et aussi l'entrepreneuriat. Nous avons été contactés par Anaëlle Pestori, qui était étudiante à Sciences Po Bordeaux à l'époque, et qui est venue nous proposer effectivement de participer à ce concours d'éloquence. Et on a trouvé que l'idée était particulièrement intéressante. La Fondation, justement, a comme vocation de pouvoir développer cette notion d'éthique, mais qui est une éthique, comment dire, orientée sur l'action. Je dirais une éthique appliquée. C'est un nouveau concours et qui porte le nom de Concours d'éloquence Anthony Minguenet pour une conscience éthique. Pour nous, l'éthique, c'est une prise de conscience essentielle, intégrant le sens et la finalité de l'humain pour s'orienter et s'engager dans l'action et dans un engagement qui se veut responsable. Et on espère pouvoir, ce que espérait faire Anthony, essayer de, allez, je vais dire, d'améliorer notre société. Avec beaucoup de jeunes que l'on rencontre, nous avons confiance en eux pour le futur parce qu'ils ont envie d'apporter un autre sens à leur vie. C'est eux qui vont changer le monde et qui sont porteurs d'espérance. Il avait une énorme espérance, il avait des potentialités extraordinaires. Il avait même refusé des postes pour aller dans le sens de l'éthique. Et il serait peut-être heureux que ces idées puissent prendre forme. Il y a des choses extraordinaires dans l'humanité, dans la notion de conscience aussi. C'est pour ça, une conscience éthique. Ça va au-delà des idées. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut juste applaudir une fois tous ensemble Marc et Daniel pour leur travail. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus, surtout un lundi à cette heure-là. Donc vraiment merci beaucoup. Évidemment, merci à Anaëlle
pour toute la coordination sur cet événement, qui est donc notre responsable partenariat. Enfin, vous l'avez entendu parler au début, c'est elle qui organise, qui gère toute la communication. Et évidemment, merci beaucoup à la Fondation Minguené et à vous deux. Merci pour votre confiance, pour ce que vous nous avez offert, ce que vous avez offert également aux orateurs et aux oratrices. Donc voilà. À la FFDE, on prône beaucoup de valeurs, mais surtout des valeurs d'engagement, des valeurs d'honnêteté, de transparence. Un orateur, c'est pas quelqu'un qui va mentir, c'est pas quelqu'un qui va changer ce qu'il est ou sa vérité. Au contraire, c'est quelqu'un, quand il est sur scène, c'est lui-même, c'est une personne à qui on a envie de parler après. Et je trouve que nos orateurs et nos oratrices ce soir, on a tous très envie d'aller leur parler. On avait beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'engagement. Et surtout, c'est l'essentiel, c'est d'être soi-même dans son discours, d'avoir travaillé pour ça. Donc, merci beaucoup à vous et je vous souhaite beaucoup de réussite et vraiment mille merci pour toute votre confiance. Et donc, je vais laisser la parole au jury pour annoncer les résultats. Merci. Merci infiniment pour ce moment qui a été un moment très fort. D'abord, on voudrait vous dire tous les trois qu'on a été vraiment impressionnés par vos prestations. Elles ne sont pas venues pour rien parce que vous avez quand même été dans des épreuves de sélection. Je crois que vous étiez assez nombreux au départ et que vous vous retrouvez tous les 5. Et ça a été difficile pour nous parce qu'on a trouvé des choses très fortes chez chacun d'entre vous, autant sur la forme que sur le fond, et que tout ça avait beaucoup de sens. Et je crois que ça doit faire plaisir à Dany et à Marc d'avoir en effet donné la chance à ce prix parce que ça a du sens. Et si c'est une première, en tout cas, c'est une première qui est très réussie. Comme vous l'avez dit, les organisatrices, ce à quoi vous tenez, c'est l'engagement, c'est la sincérité, et puis l'honnêteté. Je crois que dans vos 5 prestations, on a en tout cas senti ça, de la passion aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, même s'il faut qu'on en retienne 3, sachez qu'on a été fortement impressionnés par les 5 prestations et qu'elles sont quelque part une promesse pour un futur qui sera important, je crois, pour vous. Avant de vous remettre les prix, moi j'aimerais vous dire aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon éducation. J'ai des parents qui m'ont élevé avec une espèce de devise qui m'a suivi tout au long de ma vie et qui est de dire il faut savoir faire de chaque réussite une leçon d'humilité et de chaque échec une promesse de réussite. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut que vous entendiez ce qu'on va annoncer maintenant. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, en tout cas, à l'avenir. Alors, on va commencer par annoncer le prix de l'espoir. Voilà, c'est ça, que je ne me trompe pas. Bon, je ne vais pas répéter les mots qui ont pu être dits. On a effectivement, c'était 5 très belles prestations. Donc, le moment de vérité commence pour vous. Bon, si on raconte les souvenirs, bon, j'avais un professeur d'allemand qui adorait commencer à rendre les notes par le plus bas et ensuite pour arriver au meilleur. Donc, j'ai toujours trouvé ça un petit peu cruel, mais finalement, je le fais aussi à mon tour. Bon, j'espère que vous me pardonnerez. Le prix de l'espoir, nous avons décidé de l'attribuer à une jeune femme qui s'appelle Laura. Félicitations. Peut-être en 2 mots, ce qu'on a souligné, ce qu'on a apprécié dans ce que votre prestation, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais c'est cet humour assez caustique qui fonctionne très bien,
qui répond à la question. Et la deuxième partie de l'exercice, qui est très difficile aussi, puisqu'il faut répondre du tac au tac, c'est prendre quand même le temps de la réflexion et répondre. Et votre réponse nous a semblé juste, pertinente. Et voilà, c'est ces deux composantes-là qu'on a souhaité récompenser avec ce prix. Donc bravo. Voilà, donc on va poursuivre avec le prix de l'engagement. J'en profite juste une nouvelle fois pour vous remercier d'être là et aussi remercier Dany et Marc d'avoir fait appel à nous. C'était vraiment remarquable et très difficile de prendre une décision. Mais nous avons donc collectivement décidé d'attribuer le prix de l'engagement également à une jeune femme, Irina Loiseau. Bravo. Félicitations, et on a particulièrement apprécié le procès fait à Camus, les changements de rythme et de style, c'était vraiment très bien, et donc bravo à vous. Et donc le premier prix, de manière unanime, nous l'avons attribué sans trop de difficultés à Nordine. Parce qu'on a beaucoup apprécié la construction, le ton, et puis ce qu'on a trouvé remarquable aussi, c'était qu'il y avait une unité à la fois dans le propos et après dans la réponse à la question, qui nous a beaucoup impressionnés, parce que sans doute vous avez été celui qui a répondu le plus précisément à la question qui vous a été posée. Et donc sur les deux aspects de l'exercice, nous avons été convaincus. On voulait également remercier vous, le jury, d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris le temps d'écouter nos orateurs et nos oratrices, et d'avoir fait ce choix difficile. Et donc on avait un petit cadeau pour vous. Alors, en attendant la remise, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que j'aurai beaucoup de plaisir à vous recevoir tous les 5 au Sénat. On va choisir une date ensemble et de vous faire visiter le Sénat si vous ne le connaissez pas. Passer un moment pour écouter les joutes oratoires qui sont bien moins bonnes que les vôtres. Et puis qu'on ait un moment aussi d'échange, en tout cas sur ma fonction de déontologue au Sénat. Voilà, ça sera avec grand plaisir. On va construire ça d'ici la fin de l'année universitaire. Et j'associe bien sûr les 2 membres du jury. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que les finalistes, vous pouvez vous lever pour aller prendre une photo avec le jury. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. On peut avoir un dernier petit mot. Oh, le petit mot, ça sera très court. Ce serait pour vous dire que nous sommes heureux que la Fédération française de débat et d'éloquence nous ait contactés pour soutenir cette très belle finale, au cours de laquelle nous avons pu apprécier de jeunes talents qui sont porteurs de belles valeurs et qui nous ont beaucoup touchés par leur investissement sur des sujets à la fois difficiles de la conscience éthique. Et nous aimerions remercier sincèrement les responsables de la Fédération française de débat et d'éloquence, Anaëlle Pestoury et Valentine Barnakian, car nous mesurons le travail qu'ils ont accompli. Nous n'avions pas réalisé au départ tout ce que ça sous-entendait, et j'avoue, c'est du bel ouvrage. Et nous les remercions en nom d'Anthony. Et puis surtout, je voudrais dire à tous nos finalistes, lauréats ou pas, que l'horizon du monde de demain, ce n'est pas que notre défi, c'est surtout votre défi. Et puis surtout un défi que vous avez pour harmoniser ce que vous avez su faire, la notion de savoir-faire, de savoir-agir et de savoir-être, en intégrant ce qui est fondamental dans l'éthique, les notions de compétence, les notions
je vais dire, de conscience et de cœur pour créer l'unité et la plénitude d'un être humain et d'un projet. Alors, nous vous souhaitons une belle route, une très belle route vers de nouveaux horizons. Et nous aimerions garder le contact avec vous. Et maintenant, ça nous fait très plaisir de prendre cette photo aussi.